Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce problème, ce fameux problème là, qui est en train de faire le buzz, de maths D hein, en MPI, donc le problème de la rue d'Ulm 2025. J'avais parlé du problème de maths A, que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais adoré, et j'avais trouvé que ça valait le coup d'en parler. Mais là, à partir du moment où j'avais fait celui du maths A, le survey du maths A, bon, on m'a demandé de faire celui du maths D. Beaucoup de gens me l'ont demandé, avec des likes autour. Bon, j'ai senti, on va dire que j'ai bien senti la détresse. Bon, effectivement, je la comprends. Hein, j'aurais été complètement désemparé devant un problème comme ça le jour J. Donc, je me suis dit, allez, je vais quand même dire ce que j'en pense. Euh, Bon, parce que ça peut intéresser des gens, ça peut plutôt les rassurer de voir que bon, là, on est devant une grosse difficulté, on est devant presque un... ça me rappelle ce problème de Kosul de 66, qui était chaud patate, et j'ai l'impression que cette épreuve va rentrer dans la légende des épreuves difficiles. Ça peut être rassurant, ça peut être inquiétant, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais oui, ce problème, moi je l'ai senti comme un bâton merdeux, quoi. Quelque chose de vraiment difficile, on dirait que c'est le concepteur, c'est Compactor, quoi. Le gars, il a tout. Dire un truc que j'aurais fait en 10 questions, une seule question. Bon, donc vous avez compris ce que j'en pense. Bon, vous voyez le problème de maths A, ce que j'en pense, je l'avais dit, quoi, c'est des pépites, et ces pépites ont atterri dans la petite atmosphère du bac plus 2 avec délicatesse. Là, on a des pépites aussi, parce que le théorème de Brion, c'est un théorème, je vais en parler un petit peu, il est magnifique, il a une utilité, il a une ubiquité extraordinaire, ça j'aimerais bien en parler, mais le concepteur qui l'a fait rentrer dans l'atmosphère, le truc, il a explosé en arrivant dans l'atmosphère, quoi, c'est pas possible. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui veulent, parce que je veux pas faire de correction, de correction précise, on va dire, mais vous pouvez toujours regarder le sujet d'agrégation externe de 2012, hein, le sujet Matgéné. Vous allez sur le site de l'agrég, vous tapez rapport et sujet, agrégation externe de mathématiques, et vous allez trouver le sujet 2012, et quand vous allez dans le rapport de 2012, vous allez avoir une bonne correction. Et il y avait beaucoup de points communs, surtout au début. Hein, vous pourrez regarder ça, parce que sinon, sur Internet, je ne pense pas qu'on trouve trop la correction de ces choses-là. Déjà, moi, bon, en 2012, j'étais au jury d'agrégé externe, et déjà ce problème, qui est un problème qui parlait justement de choses afférentes, plus délicatement d'ailleurs, beaucoup plus délicatement, avec la formule de Pic, donc vraiment, on va dire, une étude en dimension 2, qui est gentille. On ne passait pas tout de suite au polynôme d'Erhard, à ces choses-là, mais avec le même, vous voyez, on parlait des quasi-polynômes, ensuite on avait ce produit de 1 sur 1 moins x puissance AI ou MI, je ne sais plus, dont il fallait chercher le terme en xn, qui était justement un quasi-polynôme. Ensuite, on arrivait sur des polytopes. Ensuite, on décomposait les polytopes en simplex. Finalement, il y a beaucoup de points communs entre ce sujet de maths D 2025 et le sujet de l'agrégation externe 2012. Donc regardez, hein, je vous conseille de regarder, je mettrai dans la description de la vidéo, je mettrai les liens, peut-être que ça pourra en aider certains. Mais en gros, ce que je veux dire, bon, je veux toujours
parler du problème en tant qu'évaluateur. Hein, ça, c'est un truc. Hein. Et c'est mon dada, parce que quand même, en tant que préparateur, même si je ne suis pas préparateur en classe prépa, je sais ce que c'est qu'un problème qui n'est pas un bon évaluateur. Et déjà en 2012, le problème n'avait pas été un bon évaluateur. Quand on avait regardé les résultats, on avait regardé la gaussienne. Vous voyez, il y avait une gaussienne comme ça. Donc la gaussienne, on va dire la gaussienne naturelle, quand on met des points, voilà, quoi, on met des points de façon naturelle. Hein. On regarde la gaussienne, mais la gaussienne, elle était comme ça. C'est-à-dire que là, il y avait les zéros, d'accord? Là, il y avait les 20. Bah, ça partait comme ça. En fait, c'était pas une gaussienne. D'habitude, on a une gaussienne, on a ça, quoi, hein, d'accord? Mais là, on a une queue de gaussienne, vous voyez? Là, on voit que le problème, il est pas bon. On voit que le problème, il est mauvais. Pas à cause de ce que ça trimballe en soi. Là, les maths sont magnifiques. Mais c'est l'adéquation. C'est quand on rentre dans l'atmosphère du programme et que tout explose. Et là, ça va pas, quoi. Donc, en gros, non seulement c'est un problème qui correspond pas au programme par rapport à tout ce que les gens ont bossé, donner un problème comme ça, c'est quand même pas terrible, mais en plus de ça, c'est du réchauffé, parce que bon, on avait déjà vu ça à la grecque, quoi, hein, donc c'est pas, oh, regarde, on dit, ouais, d'accord, c'est ce problème des polynômes d'Erhardt et de Briand, quoi. En plus, il y a quand même un invariant dans les mauvais problèmes. Quand on commence à dire, voilà une série de définitions, ensuite une autre série de définitions, bah, c'est quand même mauvais signe, quoi, de la part du problème. Ça devrait être une évidence. Là, c'est le cas. Le candidat, ça fait 2 ans qu'il bouffe des maths, il bouffe. Bah, ce qu'on lui demande maintenant, c'est de cracher, quoi. C'est pas de lui dire, ah ben maintenant on va encore te donner à bouffer. Bah non, normalement, on doit lui poser des questions sur ce qu'il a appris. Donc, mais on va essayer de parler du problème de façon positive. Alors, avant d'attaquer cette partie sur le problème, j'aimerais dire, puisque j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, il y a eu un pic d'abonnés récemment depuis que j'ai parlé du problème de maths A, télécharger sur l'accueil de ma chaîne le Jardin des Plaisirs, ça s'appelle le JDP, parce qu'il y a énormément de vidéos sur la chaîne, on s'y perd un peu. Avec le Jardin des Plaisirs, c'est une petite organisation de ce que vous pouvez trouver avec une description. C'est mieux comme ça, vous pouvez de temps en temps, quand vous avez envie de connaître telle ou telle chose et de la voir sur mes vidéos, vous tapez un mot-clé et puis vous allez trouver ça. Et puis vous pouvez taper aussi au hasard, complètement au hasard, c'est pas mal le hasard pour découvrir des choses. Bon, alors ça commençait par l'objectif de ce problème et de prouver une généralisation en dimension supérieure de l'égalité somme de i égale m à n-1, quand m et n sont des entiers, et m strictement plus petit que n, donc x vous pouvez le voir comme une indéterminée par exemple, eh bien cette somme des xi de m à n-1 est égale à xm moins xn sur 1 moins x. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va être généralisé? Eh bien, en fait, tout simplement, ça va être, on va le voir comme ces sommes de x puissance. Et ce qu'on va mettre en haut, dans la puissance, c'est un entier. D'accord? Cet entier, vous pouvez le voir sur la droite, par exemple, des réels. Et donc là, qu'est-ce que vous allez voir comme entier? Vous allez voir tous les entiers de m à n-1. D'accord? Et ces entiers, vous pouvez les voir comme les points entiers d'un polytope qui est ici juste, on est en dimension 1, donc c'est juste un segment. Maintenant, que représente xm moins xn sur 1 moins x? Il représente xm sur 1 moins x
moins xn sur 1 moins x. Et xm sur 1 moins x, c'est les x puissance, c'est la somme des x puissance m plus k, d'accord, quand k va de 0 à l'infini, parce que 1 sur 1 moins x, c'est la série géométrique. Voyez. Donc en fait, vous avez ce polytope, vous avez un cône qui part du sommet m, et vous allez avoir un cône qui va aller jusqu'à plus l'infini. Et de l'autre côté, vous faites partir du sommet n, c'est pour ça qu'il y a le signe moins, vous voyez, vous allez faire partir l'autre cône. Donc ce que je veux dire, c'est que cette somme des x puissance i va représenter les points entiers du polytope. Maintenant, en dimension supérieure, eh bien, on va prendre les x, on va avoir des points entiers d'un réseau, donc on va avoir plusieurs coordonnées, et on va avoir plusieurs indéterminés pour noter le type de coordonnées, d'accord. Si on a le point 2, 3, ça va correspondre à, par exemple, x1 puissance 2, x2 puissance 3, d'accord. Ce sera le point 2, 3 qui sera en exposant. Voilà. Et on veut comprendre, bon, en fait, imaginons qu'on soit dans le plan, la somme des x puissance m. Alors m, c'est le point, d'accord, c'est le point qui va avoir la coordonnée m1, m2, et x puissance m, ça va être x1 puissance m1, x2 puissance m2. Et on veut comprendre la somme des xm quand m parcourt le polytope fermé. Et en fait, ça va être en fonction, et ça on le voit sur la première formule qui nous est proposée, en fonction des cônes qu'on fait partir à partir des sommets. Voilà. Et ces cônes à partir des sommets, comme ça, sont plus faciles à comprendre parce qu'ils peuvent s'exprimer comme des fractions rationnelles, et c'est basé sur le fait que 1 sur 1 moins x, c'est la somme des x puissance k, de k allant de 0 à l'infini. C'est ce qui simplifie les choses. Bien. Alors, les travaux de Brion, Michel Brion est un mathématicien français, extrêmement brillant. Il a eu la médaille de bronze du CNRS assez jeune. Et c'est quelqu'un qui est très fort. Il a eu beaucoup d'étudiants. À une époque où il y avait beaucoup de postes, donc il a beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants qui sont maintenant maîtres de conf et professeurs un peu partout en France. Bon, c'est quelqu'un de très influent et qui a travaillé sur des problèmes profonds. Si c'est intéressé aux polytopes, c'est parce que justement les polytopes sont à l'intersection de tas de choses, ces points entiers de polytopes. D'une part, vous allez le retrouver dans les équations diophantiennes, dans ce qu'on appelle la géométrie arithmétique, celle qui est lancée un peu, pour moi en tout cas par Minkowski. Il y a tous les théorèmes de Minkowski, où finalement on cherche à montrer qu'il existe un point dans un certain réseau, et dans l'intersection où l'on cherche à montrer, par exemple, vous connaissez ces problèmes à la Minkowski, où on cherche à montrer que l'intersection d'un certain compact et d'un réseau possède des points entiers. Donc ces histoires de points entiers, on les retrouve beaucoup dans la géométrie arithmétique, qui est tout de même une science extrêmement profonde, extrêmement, encore maintenant, très très prolifique. Maintenant, on a aussi toute la combinatoire des tableaux de Young, avec ce qu'on appelle les tableaux de Young standard, semi-standard, etc., qui comptent des choses assez profondes, bon, voilà, comme en théorie des représentations, où on va rencontrer ces polytopes. On le voit aussi sur les matrices stochastiques, et il y en a un exemple dans le problème MATD. Donc ça, c'est des choses qu'on va rencontrer déjà chez Littlewood, de formules de Littlewood pour compter des objets. Voilà, donc et en fait, ces objets reviennent à dire ce sont des points entiers de polytopes.
Et on retrouve ensuite ça chez Stanley, hein, qui est un des meilleurs combinatoristes de son temps. Mais ce qui intéresse beaucoup Michel Brion, c'est le rapport entre ces polytopes et la géométrie algébrique, ainsi que la théorie des représentations. On voit qu'il a mis beaucoup d'étudiants sur des problèmes de géométrie algébrique, sur des problèmes aussi de plétisme dans la théorie des représentations, c'est-à-dire plétisme, ça vient de pléthore, c'est-à-dire comment comprendre, comment construire des représentations et essayer d'avoir des objets combinatoires qui contrôlent un petit peu ces représentations. C'est des représentations sur GLN de C, sur ON de C, donc, bon, sur des groupes de Lie semi-simples. Et pour expliquer rapidement le problème, imaginez que vous regardez la variété qu'on va appeler P1 de C, donc ce sont les droites du plan, d'accord, les droites vectorielles du plan, hein, d'accord. Donc vous avez 0, ça va être la droite, ça va être la droite horizontale, 1, ça va être la bisectrice, et puis la droite verticale, ça va être l'infini. Donc c'est difficile de mettre des fonctions polynômes sur tout ça, donc on regarde ça juste localement. Autour de 0, dans un voisinage ouvert de 0, on n'a pas l'infini, donc on va pouvoir mettre les bons vieux polynômes, donc c'est C de x. Mais sur l'infini, ça va être un C de y, et si on veut recoller les parties, quand on fait un atlas sur nos variétés entre l'ouvert autour de 0, l'ouvert autour de l'infini, eh bien ça va être, on va recoller en disant y est égal à x puissance moins 1. Donc ça veut dire qu'on va avoir des fonctions polynômes qu'on peut représenter par des polytopes, vous voyez, pas par des polytopes, mais là par des cônes. Vous voyez, C de x, ça va être 0, 1, 2, 3, hein, qui vont représenter respectivement 1, x, x2, x3, x4, jusqu'à l'infini. Et vous allez avoir C de x moins 1 qui va représenter 0, moins 1, moins 2, etc. ce polytope-là. D'accord ? Voilà. Et en fait, voilà, sur cette variété, on n'a pas de fonction vraiment. On ne récupère pas de fonction. Et là, on est assez embêté de fonctions globales. On n'arrive pas à passer au global. C'est-à-dire, en quelque sorte, que entre le polytope n et le polytope moins n, l'opposé, l'intersection, c'est juste 0. Ça veut dire qu'on a juste les fonctions constantes comme fonction régulière sur cette variété, et c'est pas très rigolo. Donc il y a une autre façon de faire les choses, c'est de créer sur les variétés ce qu'on appelle des fibrés en droite. Donc ça va pas tout à fait être des fonctions qu'on va obtenir, mais ça va être des modules, et ça va bien marcher. Quand on va recoller, par exemple, on peut prendre sur la partie C de x, le module de C de x, d'ailleurs ça fait quand même bien penser au maths A à ce niveau-là, où on va partir de moins 1. Au lieu de partir de 0, on va partir de moins 1. Ça ne va plus être une fonction, mais ça va avoir un sens au niveau de la théorie des représentations. Et vous allez avoir moins 1, 0, 1, 2, etc., etc. Et quand on va recoller, par exemple, avec 1, alors là, on recolle sur un voisinage de l'infini, donc on a 1, 0, moins 1, etc., etc. Eh bien, quand on veut ce qu'on appelle des sections globales, quelque chose qui va marcher sur tout, eh bien il va nous rester moins 1, 0, 1. Et en fait, ça nous donne ce qu'on appelle des représentations de G. Ici c'est GL2, parce que c'est GL2 qui agit sur P1. On va avoir des représentations sympathiques sur lesquelles on va pouvoir faire de la géométrie, et il y a un lien entre la géométrie algébrique et la théorie des représentations. On va pouvoir trouver des belles représentations de GL2, mais qui ont une signification géométrique. Alors maintenant, là, j'ai pris un exemple extrêmement simple, et même simpliste, où justement les fonctions sur la variété, là c'est la variété projective P1, les espaces de fonctions, ou les modules sur les algèbres de fonctions, ne sont plus engendrés par des monômes. Ça, c'est un peu
la première difficulté, de tomber sur des polytopes alors que on a des fonctions qui ne sont pas compatibles avec les monômes. Elles ne sont pas engendrées par une famille de monômes comme on avait pour C de x et C de x-1. Alors il y a cette idée de dégénérescence torique que personnellement j'ai travaillé dessus et j'aime beaucoup. Et j'ai travaillé dessus justement grâce à Michel Brion. À ce moment-là, moi je venais de la théorie des représentations, donc tout ce qui était géométrie algébrique et encore plus polytope, je me sentais pas bien à l'aise. À chaque fois, je lui envoyais un mail, il me répondait. C'est quelqu'un de vraiment très patient, qui donne beaucoup de lui-même. Je me rappelle encore de ses mails, ta question. Je lui posais une question, 2-3 jours après, Michel Brion me répondait. On se voyait souvent, surtout à cette période. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon article, lui, après, du coup, il a fait une traduction de mon article en me citant vraiment avec beaucoup de respect et de gentillesse. Le milieu des matheux, c'est quand même vraiment un milieu sympa, quoi, franchement. Et donc, il a traduit les trucs que j'avais fait en les variétés sphériques possèdent des dégénérescences toriques. Ça sonne bien, c'est poétique. Et en gros, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que ces polynômes, on voudrait en garder juste la substance en un monôme, et après, avec ces monômes, en faire des polytopes. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'est que certaines variables, on va les transformer xi, la variable xi, en un epsilon xi, de sorte que quand epsilon tend vers 0, de ces polynômes, il ne reste qu'un monôme. Il ne faut pas tuer tout le monde, mais il faut qu'il survive juste un monôme. Donc je suis en train de caricaturer là, mais... C'est plus compliqué que ça. En gros, c'est ça. Vous avez une variété, là, comme voilà, ces variétés sur lesquelles on travaille pour obtenir des représentations. Vous obtenez une variété et vous déformez cette variété, mais elle est déformée, sauf que elle ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire elle reste équivalente à la variété de départ. Même si on a multiplié, c'est pas tout à fait la même, mais y a un isomorphisme de variété entre les deux. Et vous avez un paramètre, allez, on l'appelait epsilon, là on va l'appeler t. Vous avez ce paramètre t hein, qui va agir sur les variables. Et quel que soit t différent de 0, bon, t on peut le prendre complexe, hein, quel que soit t différent de 0, ben, vous avez toujours la même variété, hein, en tout cas une variété isomorphe. Et pour t égale 0, là il y a la dégénérescence, la dégénérescence torique. Par exemple, vous prenez des hyperboles, hein, xy égale 1, d'accord, bah, vous prenez xy égale t, ce sera la même hyperbole, vous voyez. Les hyperboles, elles vont se ressembler, vous voyez, hein, comme ça. Et puis tout d'un coup, vous faites xy égale 0, et paf, il y a une dégénérescence, et ça part en... Voilà, ça part en monôme, quoi. Ça part, voilà. Et ça, c'est ça qui est intéressant, parce que on va obtenir une dégénérescence, c'est-à-dire petit à petit, comme si on faisait réduire nos objets, et qu'au bout d'un moment, on tombe sur cette dégénérescence torique, et là on récupère, comme tout à l'heure pour cette variété projective P1, là on obtient des monômes, et donc là on obtient des polytopes. Voilà. Donc, tout ça pour expliquer, j'espère que je dis pas trop de choses caricaturales, mais le travail de Michel Brion, et surtout expliquer comment ces polytopes viennent de la théorie des représentations, de la théorie des déformations, bon, bref. Et que ensuite, bah, ça y est, on a obtenu des polytopes à partir de nos représentations. J'en avais déjà un peu parlé au moment où je parlais de Kashiwara. Kashiwara, il était pour beaucoup dans les travaux qui permettaient cette dégénérescence torique des variétés sphériques. Et ensuite, les polytopes dans la
théorie des représentations ont explosé. D'abord avec les travaux de Fomin, Sergei Fomin et Andrei Zelevinsky, qui ont fourni des tas d'équations pour la théorie des représentations, donc des équations qui caractérisaient des polytopes, hein, des faces et des hyperplans de polytopes, des choses extrêmement concrètes. C'est très fécond, c'est quelque chose de très actuel, et je comprends qu'on ait envie d'en parler. C'est le seul problème, et je reviendrai dessus, c'est que ça n'est pas soluble. Ça l'était déjà pas dans la grecque externe, on l'a vu. Ce n'est pas soluble dans les classes prépa, quoi. Ça donne un problème trop difficile, même s'il est passionnant, et si j'ai envie d'en parler. Bon, alors, le problème commençait par le sujet est long, et il comporte des questions délicates. Il est tout à fait normal de bloquer sur des questions, il est possible de réussir l'épreuve sans traiter une part substantielle du sujet. Bon, merci. Mais après, la clarté, la concision, la précision et la rédaction seront prises en compte. Ben, d'accord, mais ça veut dire quoi globalement? On sait qu'un sujet comme ça, difficile et annoncé comme difficile, tout ce qu'on va pouvoir faire dans certaines questions, c'est sauver les meubles et mesurer comment sauver les meubles, quoi. Se dire, bon, si je dis ça, est-ce que ça suffit? Est-ce que je peux passer en mode intuitif? Ouais, parce que quand même, on va prendre des polytopes et on va les décomposer en simplex. Ça, c'est chaud quand même à expliquer de façon formelle. Donc, nous dire, oui, la clarté et tout, oui, mais ça veut dire quoi, la clarté, quand on décompose? Est-ce que la solution, ça va être, ah bah oui, on peut toujours décomposer un polytope en simplex? Difficile, difficile. Donc, ça commence par les fonctions quasi polynomiales, c'est-à-dire c'est des polynômes en une variable, hein, une variable, on va dire t, et ces polynômes, en fait, ils ont des coefficients qui sont périodiques. Il y a une certaine période pour ces coefficients de polynômes. Au lieu d'avoir un coefficient fixe, c'est une fonction périodique qui va jouer ce rôle. Et en fait, on se rend compte, par exemple, que quand on va faire 1 sur 1 moins x2, hein, puisque c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on va rencontrer quand on va créer des cônes, eh bien, ça fait quoi? On développe en 1 plus x2 plus x4 plus etc., etc. Ce qui va faire que on ne peut pas dire que le coefficient en xn est un polynôme en n, c'est tantôt 1, tantôt 0. Voilà, selon la parité. Donc il y a cette périodicité, vous voyez. Donc ça va être un polynôme de degré 0, mais qui est périodique 0 ou 1. Il oscille entre 0 ou 1. Donc c'est un polynôme en n, évidemment, mais 2 degrés 0. Voilà, et qui aussi, donc c'est un quasi-polynôme de degré 0. Si vous faites 1 sur 1 moins x2 au carré, donc là ça va faire quoi? Ça va faire somme de n plus 1 x puissance 2n sur les n positifs. Donc ça veut dire qu'à 2n, on associe le coefficient n plus 1. Donc c'est un polynôme de la forme x sur 2 plus 1. Et à 2n plus 1, donc pour les impairs, on va associer 0. Donc vous voyez qu'encore une fois, qu'on voit ça comme un polynôme, mais dont les coefficients seraient périodiques, ils oscillent. Voilà. Alors on nous fait jouer un petit peu avec, bon, on nous donne un petit toy modèle, mais qui va être important après. C'est de prendre une racine de l'unité, oméga, et de regarder 1 sur 1 moins oméga x, le tout puissance p. Et de regarder, dans sa décomposition en série de Taylor, quel est le terme en x puissance n, et de voir que ce terme en x puissance n est effectivement un quasi-polynôme. Donc on est tout de suite avec les quasi-polynômes. Alors comment on fait ça? Bon, bah, la proposition, évidemment, c'est puisqu'on veut le terme en x puissance n, bah, on dérive
n fois, et on évalue en 0. D'accord? C'est ça l'idée. Alors quand on dérive n fois 1 sur 1 moins oméga x puissance p, eh bien, on va avoir des facteurs p, p plus 1, p plus 2, jusqu'à p plus n moins 1, et on va avoir un oméga puissance n. Donc ce truc-là, c'est ça qui va nous donner le polynôme en n, mais le oméga puissance n n'est pas un polynôme en n. En revanche, c'est une fonction qui est périodique en n, parce que oméga est racine énième de l'unité. Bon, voilà l'histoire. Et puis après, on tombait sur le problème de la monnaie, c'est-à-dire vous prenez des entiers strictement positifs à i, et vous cherchez à trouver toutes les possibilités pour les ni, positifs ou nuls, tels que somme de ni à i est égale à un n fixé. Vous devez payer un prix n, hein, d'accord, et vous avez des pièces de 2, de 5 et de 10. Donc il va falloir combien de pièces de 2, combien de pièces de 5, combien de pièces de 10 pour faire ça, de combien de manières vous pouvez payer ça, c'est exactement ça le problème. Et il y a une réponse qui est immédiate mais qui va pas si loin que ça, c'est de dire c'est le terme en xn du produit des 1 sur 1 moins x puissance ai. Le produit sur les i, hein, de ça. Alors effectivement, 1 sur 1 moins x puissance ai, on l'écrit comme une série géométrique, on multiplie toutes les séries géométriques pour tous les i, et on se rend compte que le terme en xn, il va exactement compter le nombre de solutions. Mais ce n'est pas tout à fait terminé, parce qu'on voudrait contrôler un petit peu cette fonction. D'accord ? On va avoir une fonction R de n, telle que ce produit-là, des 1 sur 1 moins x puissance ai, c'est égal à une somme de R de n, x puissance n. Et bien vous l'avez compris, ce R de n va être un quasi-polynôme. Alors évidemment, là, déjà pour montrer que c'est un quasi-polynôme, alors ça déjà, ce truc-là, les quasi-polynômes et cet exemple-là, c'était dans le problème d'agrég de 2012, hein, que vous pouvez regarder. Et déjà là, on avait un truc un peu difficile, parce qu'on vient de nous faire calculer 1 sur 1 moins oméga x puissance p, on se dit on a 1 sur 1 moins x puissance a, oui ce truc là ça va être 1 sur 1 moins oméga x, c'est le produit, où oméga va parcourir les racines ième de l'unité. Mais comment je m'y prends? Parce que j'ai un produit, vous voyez. Mais une petite analyse nous montre la chose suivante. Si vous avez montré que f est une fonction qui va se décomposer en somme de Rn, x puissance n, avec R quasi polynomial, et que G aussi se décompose en somme de S de n, x puissance n, alors f plus G, oui, va se décomposer en quasi polynôme. Mais f fois G, il n'y a rien d'évident. Donc on peut parfaitement partir sur cette erreur et de se dire « Ah, je veux absolument démontrer ça ». Et non, c'est peut-être pas la bonne voie. En fait, quand on regarde le problème d'agrég externe de 2012, là c'était mieux indiqué. Ou alors il faut jeter un coup d'œil un petit peu après, à la fin de la partie 1, où l'idée nous est donnée quand même. Ce qu'il faut faire, c'est une décomposition en éléments simples. Parce que la décomposition en éléments simples de ce produit, donc on a 1 au numérateur, et au dénominateur, on a un produit de 1 moins x puissance ai. Oui. Et bien, ça se décompose en éléments simples. Et ces éléments simples vont nous donner des quasi-polynômes, et on va avoir une somme, et là, c'est stable par somme. Donc là, vraiment, une difficulté là, mortelle, quoi, hein. Je trouve peu d'indications sur cette question difficile. Même, je l'ai trouvé difficile. J'ai trouvé, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il y a une fausse piste. Et ça, c'est embêtant. Et ensuite, on nous demande de calculer le coefficient dominant de P. Et là, vraiment, il a une sale tête, ce coefficient dominant. Et il faut voir qu'en fait, dans la décomposition en éléments simples, d'abord,
il y a plusieurs problèmes. Il y a, et ça, je crois qu'on le voyait dans le problème de 2012, donc je le revois, mais il faut considérer le PGCD des AI. Parce que c'est... en fait, il va falloir regarder dans notre décomposition en éléments simples, pour avoir le coefficient dominant, il faut... Parce que quand on aura fait la décomposition en éléments simples, on aura des sommes de constantes, C, sur 1 moins oméga x, des oméga, puissance P, exactement comme ce qu'on nous avait demandé auparavant. Mais avec des P qui vont de 1 à, je sais pas moi, à M. Et pour avoir le coefficient dominant, il faut s'intéresser au coefficient dominant au niveau du M. Les autres vont nous donner des coefficients plus petits. Parce qu'au départ, on a 1 moins XA, et c'est un des simples sur C. Mais quand il va y avoir 1 moins XA facteur de 1 moins X puissance B, et bien là, en fonction du PGCD de A et B, on va avoir des éléments qui vont se répéter et qui vont créer des multiplicités. Alors heureusement qu'il y avait un exemple un peu après pour pouvoir loucher un peu sur cet exemple et puis pouvoir dire ouais d'accord ça se passe comme ça, voilà. Mais il faut, ça fait partie du système quoi. Hein. Faut avoir un œil un petit peu après pour se dire ah bah oui c'est comme ça que ça se passe donc là je vais faire comme ça. Bon bref. Autre partie sur les polytopes. Et les polytopes justement, si on était resté sur les théorèmes d'Erhardt, donc il y a ces théorèmes, donc je vous ai parlé du théorème de Peake et le théorème d'Erhardt, bon je reviendrai peut-être un peu dessus. Le théorème d'Erhardt regarde les polytopes à sommets entiers. Donc là on serait parti des sommets et on regarderait l'enveloppe convexe de ces sommets, qui sont des points entiers. Le polytope il est dans Rn, hein, mais on part des sommets qui sont des entiers. Là, on va regarder des polytopes rationnels, si on veut regarder le théorème de Brion, qui fait la différence avec celui d'Erhardt. Et là, on est obligé de regarder ça avec des hyperplans et coupés par des hyperplans, d'accord? Un peu comme on faisait tout à l'heure quand on était juste en dimension 1, où on coupe comme ça par un hyperplan qui est finalement un point, hein, et on regarde tout ce qui se passe là, et ensuite on intersecte avec tout ce qui se passe là, pour obtenir notre polytope. Mais là, on va montrer que, voilà, quoi, quand on fait ça, on va obtenir des faces, des sous-faces, des hyperfaces, etc., ce qu'on va appeler un complexe, et au bout du compte, à la fin, en dimension 0, on va obtenir des sommets et que le polytope n'est finalement que l'enveloppe convexe de ces sommets. Bon, c'est délicat, c'est très délicat, on ne sait pas comment le prendre. Moi, vraiment, j'ai une sainte horreur de ce genre de manipulation, mais bon, ça se fait. Voilà, c'est comme ça. Après, réciproquement, on prend un ensemble fini V et on regarde de Rn. Il faut montrer que l'enveloppe convexe de cet ensemble fini est un polytope tel que ça a été défini, c'est-à-dire comme intersection comme ça d'hyperplans. Et là, c'est vraiment un petit exercice de convexité où on utilise ces hyperplans, ces espèces d'hyperplans séparateurs. Vous voyez, ces hyperplans vont arriver, hein, puisqu'on va avoir un convexe fermé et que avec un convexe fermé, on a des hyperplans séparateurs, et c'est ces hyperplans qui vont nous définir un nombre fini d'hyperplans qui vont nous définir ce convexe. C'est encore une partie délicate que si j'avais été étudiant à cette époque, celle-là j'aurais sauté avec un grand plaisir. Ensuite, vous voyez, ce qui est intéressant dans un polytope, c'est, vous voyez, par exemple, hein, on avait le problème des monnaies. Vous avez AX plus BY égale la monnaie N. Vous vous ramenez à un polytope, par exemple, A égale 2, B égale 3. Hein,
veut payer avec des pièces de 2, des pièces de 3, une monnaie n, et on va avoir 2x plus 3y égale n. Voilà. On va se ramener, donc x et y sont strictement positifs, vous voyez, donc il y a déjà des contraintes, hein, et 2x plus 3y égale n, on se ramène à 2x plus 3y égale 1, mais qu'on va multiplier par n. D'accord? C'est-à-dire on va multiplier les couples x, y qui étaient solutions rationnelles en n, par n. Et ce qui va faire que, en fait, on va avoir au départ très peu de solutions entières, mais on va avoir des solutions rationnelles qui seront des bons candidats à devenir des solutions entières quand on aura multiplié le polynôme par n. D'où l'idée de regarder cette espèce comme tout à l'heure avec la variété totale pour la dégénérescence torique, c'est de regarder à partir d'un polytope rationnel, eh bien, tous ces développements à la fois, hein, d'accord, c'est-à-dire les n fois p. On multiplie p par n et on regarde n fois p inter z puissance. Alors là, c'était z puissance d parce qu'on était en dimension d. Voilà. Et ça, en fait, quand le polytope est un polytope entier, il y a un théorème d'Erhard qui va dire que on a la fonction qui a n donne le cardinal de np inter z puissance d, c'est un vrai polynôme. Alors bon, on le fait, c'est assez rigolo. Le polynôme est de dimension d, on peut calculer son coefficient dominant, c'est simplement le volume du polytope. Bon, alors bien sûr, il faut normaliser le volume, il faut expliquer ce que c'est que le volume, mais bon, voilà, on a une notion de volume, bon, elle est assez naturelle. Et ensuite, donc vous avez le volume, le dévolume du polytope P, ça va être le coefficient dominant fois n puissance d, mais ensuite vous allez avoir un terme en n puissance d-1. Et là, on peut le calculer aussi. Alors, comment on calcule le fait que pourquoi c'est le volume? C'est assez facile, parce qu'à partir du moment où on sait montrer que le théorème d'Erhard et que c'est un polynôme, bon, ça se fait justement en décomposant votre polytope en simplex et en vous ramenant à des simplex. Alors simplex, ça veut dire triangle, tétraèdre, c'est-à-dire un simplex, ça veut dire on est en dimension D et on a pris D plus un point, qui forme un repère, et on regarde le polytope, l'enveloppe convexe de ces D plus un point. On montre sans trop de difficulté, d'ailleurs il y a un survey de Brion que je vous conseille de regarder, qui est vraiment bien, qui explique tout ça. Hein. Donc, si on veut connaître le coefficient dominant, on divise ce polynôme, c'est-à-dire le cardinal de np inter zd, par n puissance d, et on se rend compte, alors on le fait d'abord sur les simplex, après c'est facile de généraliser en disant c'est une somme de simplex, et on se rend compte que c'est une intégrale de Riemann, ce qu'on est en train de calculer, que quand on va prendre n et qu'on va le faire tendre vers l'infini, on obtient une intégrale de Riemann qui calcule le volume justement du polytope. Donc ça veut dire que votre coefficient c'est le volume. Le terme suivant va utiliser un théorème de dualité. Et en fait c'est la dualité qu'il peut y avoir entre le polytope et donc les points entiers du polytope et les points entiers de l'ouvert intérieur du polytope. Je vous parle de ce truc-là parce que je trouve ça vraiment génial. Vous prenez juste un carré, d'accord? Donc vous prenez votre polytope, donc le carré. Alors d'abord, ça correspond à un point dégénéré. Ensuite, vous avez le carré 4, d'accord? Il est de longueur 1, donc on a 4 points. Ensuite, longueur 2, on a 9 points. Vous avez compris, hein? Ok, donc longueur, je sais pas moi, t, on va avoir t plus 1 au carré, point. Et ça, si on avait pris un cube, on aurait
t plus 1 au cube, point. D'accord, vous le savez. Maintenant, prenez l'intérieur. Eh bien, l'intérieur, vous n'avez rien. Après, vous n'avez rien à l'intérieur. C'est à t égale 2 que là, vous avez un point à l'intérieur. Et ensuite, vous allez avoir 4 points. Et ensuite, vous allez avoir 9 points, etc. à l'intérieur. C'est comme s'il avait un décalage de 2. Et en fait, la formule, c'est t moins 1. Donc, on avait t plus 1 au carré ou t plus 1 au cube pour la fonction génératrice du polytope. Là, pour le polytope P0, l'ouvert à l'intérieur du polytope, les points entiers, eh bien là, vous avez un retard et vous allez avoir t moins 1 au carré, t moins 1 au cube. D'accord? Quand on est en dimension 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, ça représente, et ça on peut le voir pour les simplexes, et après le faire en général, c'est comme ça que Erhard le fait, c'est-à-dire que, en fait, votre polynôme Q, donc si vous appelez, on va pas tout appeler P, on va appeler R le polynôme, ou alors on va appeler R indice P, d'accord, le polynôme pour P. Donc en gros, vous avez une magnifique formule de dualité qui fait penser à du Kosul, et qui vous dit, voilà, R indice P0, donc l'ouvert de P, de T est égal à moins 1 puissance la dimension de votre polytope P fois RP de moins T. Et maintenant, du coup, quand vous avez R indice P et R indice P0, vous allez pouvoir faire la somme et la différence des deux et éliminer le terme dominant du polynôme pour pouvoir vous intéresser au terme suivant. Voilà, ça c'est assez joli. Et c'est avec ce genre de considération qu'on va obtenir le coefficient constant du polynôme qui lui vaut 1. Et cette caractéristique de l'air point carré, ça va être rien d'autre que ce 1 là, ça va être la somme de moins 1 puissance la dimension de chaque face du polytope. Entre parenthèses, on aurait pu commencer dans le problème par quelque chose de simple avec la formule de Pic, comme ça avait été fait dans le problème d'agrégation. Peut-être que c'est pour pas refaire exactement le problème de l'agrégation, mais bon, tant qu'à faire, autant passer par le chemin naturel, quoi, la dimension 2. Parce qu'avec la dimension 2, on va avoir la formule de Pic, puisqu'on a le volume, donc ici ça va être l'air. Donc quand on a un polytope, d'accord, on veut compter le nombre de points entiers du polytope. Alors bon, on le prend avec des sommets entiers. Donc regardez, je vous démontre que avec la formule de Pic, que dans le carré entier de taille 2, on a 9 points, hein, d'accord. Eh bien, comment je vais faire? Donc je vais prendre, c'est l'air, donc hein, puisqu'on avait dit que le premier truc c'est le volume, donc je regarde pour n égale 1, hein, donc je spécialise en 1, donc je fais la somme des coefficients. Donc le premier coefficient c'est l'air, donc c'est 4, hein, le carré de taille 2 ça fait 4. Ensuite vous allez prendre chaque arête et vous allez faire le demi-périmètre finalement, parce que vous divisez par 2, hein, donc il faut diviser par 2 les volumes des faces de dimension inférieure. Donc ici c'est les arêtes, donc vous allez 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8, divisé par 2 ça fait 4, donc 4 et 4, 8, et donc le coefficient constant c'est 1, c'est la caractéristique de l'air, ça fait 9. Le compte est bon, on a 9 points, d'accord. Et l'intérieur, eh ben, on a ce polynôme on a cette dualité d'Erhard qui nous permet de calculer le nombre de points à l'intérieur. Il n'y a rien à dire, quoi. Moi, la théorie, je la trouve magnifique. Alors après, il y avait ce problème, et là aussi, j'ai trouvé que c'était pas super bien introduit, c'est-à-dire que, bon, alors après avoir regardé ces décompositions de polytopes en simplex, il est long le problème, il est énorme, d'avoir regardé l'exemple des matrices bistochastiques, bon, les espèces de carrés magiques, tout ça, quoi. Bon, après ça,
on attaquait vraiment la partie Michel Brion quand même, hein, donc il fallait y arriver, hein, sinon... Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder des cônes, comme je vous disais au départ avec C2X, ben, voilà, quand on va regarder N, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 0, 1, 2, 3, tout ça, et donc on va en faire une série formelle, c'est pour ça qu'il y avait des doubles crochets, et on va regarder la somme des x puissance i quand i appartient à n. Bon, ben ça c'est 1 sur 1 moins x, d'accord? Alors, on a envie justement d'en faire, en général, quand on a une somme de x puissance m, alors là on est on est en dimension d, hein, justement, d'accord, ce qu'on avait dit tout à l'heure, le x puissance m représente en fait un produit de variables xi puissance mi, où mi c'est les coordonnées de m. Alors, on dit que cette somme, que cette série, on va dire, est sommable si il existe, si je l'appelle f, cette série, s'il existe q, tel que q fois f est égal à p. Donc s'il existe un polynôme q, tel que q fois f est égal à un polynôme p. Et dans ce cas-là, cette somme, ce sera p sur q. Voilà. Comme on a fait pour 1 sur 1 moins x. Et en fait, ça ne dépend pas des p et q choisis. Là, il aurait été bien de faire des petits calculs pour se mouiller la nuque, hein, dans cette histoire-là. C'est-à-dire, si vous prenez n, effectivement, ça va vous donner 1 sur 1 moins x. Mais si vous prenez z, eh bien, quand vous allez multiplier 1 moins x par la somme des x puissance k appartenant à z, bah, y a une élimination terme à terme et vous avez 0. D'accord? Donc la somme est nulle. C'est pas super intuitif parce que pour nous, une somme, c'est quand même une somme, quoi. On somme des choses et à la fin, on a quelque chose de non nul. Et là, on a une somme de x puissance k, c'est des vrais x puissance k, c'est des vrais bons hommes, et à la fin, ça fait 0. On me voit, on ne boit plus. On me voit, on ne boit plus. Et c'est pour ça que la formule de Brion a un aspect extrêmement mystérieux. Parce qu'on voit un petit polynôme, parce que lui, il code un polytope, un truc fermé borné, et ça va être une somme de choses infinies. Ça, c'est possible parce que il y a des choses infinies qui vont vous donner des objets qui sont tellement grands qu'en fait ils s'annulent. Ça, c'est incroyable. Bref, quand on va prendre, donc là, on revient à la formule, en gros, de somme de x puissance k, k allant de m à n-1, est égal à x puissance m moins x puissance n sur 1 moins x. En gros, on revient là-dessus, et on va arriver sur cette formule de Brion, qui va nous dire que ce polytope, donc on en fait donc une série, en fait, qui est une série finie, hein, cette fois-ci, c'est une série avec que des zéros, puisqu'il y a un nombre fini de points. Et ça, on en fait une fonction. Donc la série, on l'appelle E indice P, et la fonction, c'est, je crois, 1 ou I, je ne sais plus, 1 ou I, je ne sais pas si c'est un 1 romain, ou bon, bref, I, E, P, voilà, ça c'est la fonction. Donc c'est la somme. Le truc, mais la somme qui peut devenir nulle quand on a pourtant une série non nulle. Attention. Et bien ce IEP est égal à une somme de IEC indice S, où les C indices S, ça va être les cônes, d'accord, qui partent comme ça. En fait, vous avez compris le signe qu'il y avait quand on écrit XM sur 1 moins X, d'accord, vous partiez de M, alors pour vous il est là M, et là il est, on va prendre M plus petit que N. Hein. Donc ici, vous avez M, là ça fait ça, et vous refaites N, ça fait ça, mais ça, puisque tout ça c'est nul, ça c'est l'opposé de ça. D'accord? Voilà. Et donc on arrive à la formule de Brion, qui est la boucle est bouclée. Cette formule de Brion, elle est obtenue.
Voilà, à la fin, on applique ça au théorème d'Erhardt. Bon, a-t-on besoin de revenir? Alors, évidemment, hein, donc le théorème de Brion concernait des polytopes rationnels. Donc, je vous ai expliqué avec le problème de la monnaie qu'on avait besoin de choses de rationnelles, que les problèmes qui arrivent ne viennent pas avec des polytopes qui sont, en général, qui sont entiers, comme dans le théorème d'Erhardt, même des problèmes simples, comme le problème de la monnaie. Bon, voilà, tout ça pour dire que c'était très chaud, mais c'est très beau, hein, il n'y a rien à dire, mais je me demande vraiment comment on va pouvoir sélectionner des Ulmiens à partir d'un problème comme ça qui a tendance à écraser les gaussiennes et à nous donner des queues de gaussiennes. Voilà, j'arrêterai là.